présenter la situation de Bank of Africa Niger, Laura. Alors, en termes d'impact de la crise économique au Niger, enfin de la pandémie, donc on voit que le PIB a cru seulement de 1,2% cette année. Donc c'est dû en partie au Covid et aussi à la fermeture des frontières et malheureusement à la recrudescence aussi des attaques terroristes donc, et des problèmes de sécurité. Au niveau du déficit budgétaire, on peut déplorer aussi un creusement important du fait également de la hausse des dépenses de santé et de la baisse des recettes fiscales, alors qu'on voit que le déficit s'est amélioré ces dernières années, enfin tendait plutôt à s'améliorer. Et le niveau d'endettement, donc la dette publique rapportée au PIB, représente 44%. Donc le Niger était un pays enclavé et fortement dépendant du Nigeria, enfin dépendant, et dont, comme je l'avais déjà mentionné, les frontières demeurent toujours fermées. C'est un pays exposé fortement aux aléas climatiques dans la mesure où l'agriculture pèse quand même 42% du PIB. Et donc, et qui fait face à des problèmes sécuritaires, comme je l'ai déjà mentionné. Cela étant, on peut noter que l'expansion de l'orpaillage devrait contribuer à diversifier les recettes d'exportation, qui sont essentiellement concentrées aujourd'hui sur l'uranium. Et on peut aussi noter des projets de construction d'un oléoduc vers le Bénin, qui devrait se faire cette année ou l'année prochaine. Et donc, ce qui pourrait permettre au Niger de renouer plus fortement avec la croissance dès 2021, bon, en fonction de l'issue de la pandémie, bien évidemment. Il faut aussi déplorer cette année des inondations, qui ont eu des très fortes inondations, qui ont eu des effets donc désastreux sur le plan politique, socio-économique, et des élections présidentielles donc, qui ont été initiées en 2020 et qui sont terminées en 2021. Donc, relativement bien, enfin, qui sont très bien passés. Au niveau de la banque, donc le groupe pèse 59% dans l'actionnariat, qui lui également était stable. Il n'y a pas eu de changement depuis plusieurs années dans l'actionnariat de la banque. Le total bilan donc a cru de près de 5% par an depuis 2018, donc avec un léger fléchissement cette année. Laura, excuse-moi. Nous avons des internautes qui nous signalent qu'ils ne voient plus ton écran. Je propose que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Nous, on le voit. Oui, mais il y en a qui le voient, mais il y en a qui ne le voient pas. À Dakar, à Abidjan, on nous signale des problèmes. Donc, elle va se déconnecter, se reconnecter, en espérant que ça résolve la question. Est-ce que c'est bon? Alors, il faut continuer et je vais suivre les messages. Très bien. Donc, le total bilan de la banque se situe aux environs de 330 milliards. Les fonds propres, eux, ont cru de près de 7% par an depuis 2018. Donc, à l'instar des autres banques, enfin, à l'exception du Mali, sans apport de la part des actionnaires. On remarque une croissance assez soutenue du PNB de 8% par an. Donc, le PNB a cru également cette année. Et un résultat net cette année qui est en léger repli à un niveau à peu près similaire à celui de 2018. Donc la banque est la deuxième en termes d'encours de crédit et de dépôt au niveau du Niger. Donc elle se maintient à cette place-là. BOA Niger a enregistré une croissance de 10% de ses dépôts dans un secteur en hausse de 12%. Avec une amélioration du mix des dépôts à 66% de dépôts non rémunérés sur le total dépôt. Le coefficient de transformation, lui, qui était donc c'était un point faible de la banque avec un coefficient de transformation très élevé. Donc lui s'est amélioré avec la crise. Donc il se situe à près de 94%. En termes de crédit, les encours ont augmenté de 4% chez BOA contre 7% pour le secteur, avec une croissance qui a été tirée donc par les clients corporate État et une légère baisse sur les crédits PME.
Et par conséquent, on a un niveau élevé de concentration des 10 premiers débiteurs qui représentent 55% des créances. Donc les corporates, en général, dans le portefeuille, pèsent 59% du portefeuille, les PME 14% et les particuliers 26%. Au niveau des titres de placement, donc là, on voit qu'ils enregistrent une baisse de 6%, mais ça, c'est dû à un effet fin de période, c'est-à-dire qu'il y a une tombée importante en fin 2020, mais que tout au long de l'année, le niveau de titres de placement était plus élevé. Donc, à fin d'année, donc ils ne représentent que 24% du total bilan. Gros problème de connexion, manifestement. En Côte d'Ivoire, ils ne voient pas. En RDC, ils ne voient pas. Donc, il faudrait peut-être réessayer, Laura, de te reconnecter, je ne sais pas. Ce que je vais faire. Non, c'est aux internautes de se déconnecter, reconnecter. On a fait l'expérience avec des collègues à Abidjan et ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ne voient pas la présentation, déconnectez-vous, reconnectez-vous et en principe, ça va fonctionner. À Niamey, on me signale que c'est bon aussi. Okay. Alors, je continue sur les performances financières de BOA Niger. Donc, la marge bancaire cette année a accru de 5%. Donc, c'est contrasté entre la marge d'intérêt, elle, qui est en recul de 4%, et les revenus de titres de placement qui sont accélérés à plus 23%. Donc, les titres de placement, comme je vous disais, il ne faut pas regarder l'encours fin de période qui est trompeur. Donc, en encours moyen, je n'ai plus le chiffre exact en tête, on pourra vous le donner, mais je crois qu'il y a une augmentation et il y a eu des meilleurs rendements de toute façon au niveau des titres de placement. Et la marge d'intérêt, elle, accuse donc un recul de 4%, alors que les crédits moyens sont en hausse de 8%. Donc ça, c'est dû à l'augmentation des CDL, donc qui sont non productifs de revenus, et à une plus forte exposition des corporates. Donc le taux de CDL est passé de 3% à peu près à 6%, donc 2,9 à 5,9% en un an. Donc c'est ce qui fait que la marge d'intérêt a accusé ce recul. Les commissions et revenus nets sur opération sont stables cette année, donc sous un effet contrasté d'une hausse de 32% sur le change, à l'instar des autres banques, mais qui n'a pas pu compenser, ou qui a compensé partiellement la baisse des autres commissions. Donc le PNB ressort en hausse de 3,4% à 24,2 milliards de francs. Les charges générales d'exploitation sont du même niveau que l'année dernière. Donc par conséquent, le coefficient d'exploitation a passé la barre en dessous de la barre des 50% pour s'établir à 49%. Donc c'est, je pense, le niveau le plus bas des banques présentées aujourd'hui. Et donc, grâce à ce PNB en hausse de 3% et un niveau de charge générale d'exploitation stable, le résultat brut d'exploitation a enregistré une hausse de presque 7% et s'établit à 12 milliards. Alors, au niveau du coût du risque, donc il a été multiplié par 3 cette année suite au déclassement d'importants dossiers. Et donc, il reste toutefois contenu à moins de 2% des encours. Donc 1,9% des encours moyens de crédit. La banque aussi affiche un niveau de solvabilité assez haut, enfin un bon niveau de solvabilité de 18%. Alors, donc le cours a augmenté de 3,4% cette année, donc dans un marché en baisse, je le rappelle. Donc, on note cette reprise de la croissance du cours, donc malgré ce recul conjoncturel de la croissance du résultat net. Et donc, cette reprise du cours peut se justifier par un niveau de rendement du dividende élevé et induit aussi des multiples qui sont en ligne avec le secteur, donc de 6,8 fois les bénéfices et 1,4 fois les fonds propres, si on se réfère au cours à date du 16 avril, qui a augmenté donc de 11% depuis le début de l'année. Donc la banque a maintenu le même niveau de dividende cette année à 6,6 milliards, ce qui fait un dividende de 462 francs bruts par action et un rendement rapporté au cours de décembre 2020 de 13%.
Donc, le paiement sera fait à partir du 6 mai de cette année. Stéphane? Oui, Stéphane, je te laisse la parole. Stéphane, ton micro. Ou alors Jean-François, si tu as reçu des questions. Ton micro, Jean-François? J'avais une question sur le coefficient de transformation. Quelle était la stratégie de la banque pour diminuer son coefficient de transformation? Toujours élevé. Sébastien? Oui, bonjour. Merci pour la question. La stratégie est simple, hein, c'est d'accélérer la collecte de dépôts sur le marché. C'est ce que nous essayons de faire parce que les dépôts ont progressé à un rythme qui était inférieur donc, à nos projections. Et sur le deuxième semestre de 2020, nous avons intensifié nos relations commerciales. Les équipes commerciales ont bien tourné et nous avons pu redresser le niveau des dépôts. C'est ce qui a permis donc, ce qui a contribué à l'amélioration du coefficient de transformation. C'est bien, il est vrai que nous avons maintenu un rythme de croissance des crédits un peu modéré, de 4%. Ça aussi a facilité donc l'amélioration du coefficient de transformation, mais la stratégie principale a été d'accélérer la collecte des dépôts. Merci. Et une autre question sur la politique de distribution de dividendes de la banque. Oui, je crois que comme cela a été expliqué, hein, la stratégie est constante depuis un certain nombre d'années. Donc, compte tenu des fondamentaux de la banque qui se portent très bien, donc nous avons décidé, le groupe a décidé de rémunérer donc, les actions, ce que nous continuons de faire parce que la banque se porte bien. Et malgré le petit recul du bénéfice de l'État de cette année, et les fondamentaux nous autorisent à distribuer le même niveau de dividendes. Donc, cette stratégie devrait se poursuivre pour autant que nous continuons d'améliorer donc les indicateurs financiers de la banque et les performances de la banque. Merci. Merci. Merci.